parler de la reconstruction. Ah, j'aurais dû mettre la reconstruction. Bon, c'est pas grave, parce qu'il a été un peu déplacé, donc je ne sais pas quel est l'endroit précédent. Bien reconnaître. Donc la construction de l'église de Paris-sous-Mureaux, ses péripéties et ses enjeux. Quand on est un historien d'architecture, si vous voulez, ou même simplement un touriste, souvent on se concentre sur l'architecture et on a besoin seulement d'une date. Et là, on a une date vaguement, de toute façon, on la devine, il suffit de regarder l'architecture, on voit bien que c'est la fin du XVIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant dans le cadre de Paris, mais aussi dans le cadre de la plupart des églises du XVIIIe siècle, c'est que tout d'un coup, on voit apparaître des archives. Et les archives révolutionnent complètement la perception qu'on peut avoir d'un édifice et de son histoire, de sa construction comme de sa conception. Donc de tous les débats qui précèdent la construction, on peut avoir un écho dans les archives. Alors ce n'est pas toujours le cas de toutes les églises, mais au XVIIIe siècle, c'est assez souvent. Alors vous allez voir que du coup, on a une autre manière de voir les choses, et l'histoire prend une espèce de saveur humaine que n'ont pas les pierres. Donc c'est, me semble-t-il, quelque chose de plus passionnant. Alors, on peut se contenter, diapositive suivante, de faire d'abord une description sommaire. Et ça, c'est très facile parce qu'on a un édifice qui est construit dans une seule phase. Il n'y a pas plusieurs chantiers. Tout est construit à la même période depuis la tour jusqu'au chœur. Donc, vous voyez, elle est facile à analyser. Il faut simplement maîtriser un certain nombre de mots du vocabulaire de l'architecte, des historiens d'architecture, alors là, qui sont sujets à caution, on en parlera, qui peuvent penser, qui peuvent évoluer, mais c'est assez facile. Donc la description sommaire, hein, c'est d'abord l'idée d'une église de campagne. C'est ce que vous avez vu sur l'image précédente avec l'église dans son petit village, enfin son petit village, son village, et surtout à l'arrière, la présence de la forêt très importante dans le paysage de Paris, et puis dans la forêt, n'oubliez pas, la fameuse abbaye que nous avons vue tout de suite. Alors cette église, elle est composée d'une nef longue de 26 mètres, regardez avec l'échelle qui est sur le côté, 26 mètres, et large de 17 mètres 20. Elle compte 3 vaisseaux et 4 travées, et à l'intérieur, sur la première travée centrale, est posée la tour clocher. Maintenant, on remarque une chose, c'est le chœur, à l'autre côté. Le chœur, lui, est profond de 9 mètres, et il compte une travée droite, et une chose un tout petit peu curieuse, c'est l'abside. L'abside qui n'est pas polygonale comme on l'imagine d'habitude, mais qui a une espèce d'extrémité rectangulaire, mais avec les angles arrondis. Très curieux, j'avoue que je ne connais pas cette formule ailleurs. Alors ensuite, il faut regarder pas seulement le plan, n'oubliez pas évidemment en architecture de jamais se contenter du plan. Quand vous faites construire une maison, si vous vous contentez du plan, vous pouvez avoir des illusions phénoménales, avec des WC qui doivent avoir 3 mètres de hauteur ou 2 mètres 80, c'est pas tout à fait la même chose, ou 1 mètre 80. Donc pensez toujours à la 3e dimension. Et là, on a, c'est ce qu'on voit sur la diapositive qui est à votre droite, on voit une église halle. Alors, église halle, c'est un terme qui apparaît au 19e siècle chez les Allemands, Hallenkirchen, qui a été transposé directement en français en église halle. Bien entendu, en français, c'est un mot assez équivoque, parce que quand on entend ça, on ne sait même pas comment ça s'écrit. Et en plus de ça, la plupart des gens devinent une espèce d'édifice qui serait moitié voué à Dieu, moitié voué au commerce, un truc bizarre. En fait, non, c'est un édifice dont les vaisseaux sont de même hauteur ou de presque même hauteur, selon la définition donnée maintenant dans le vocabulaire de l'architecture en France, même dans les années 60, depuis les années 70. Le vaisseau central fait 10,50 m de hauteur, et les collatéraux, on ne parle pas de bas côté cette fois-ci, les collatéraux seulement 9,30 m. Mais c'est beaucoup. Donc on n'a pas de fenêtre haute au vaisseau central. Hein, donc 3 vaisseaux de même hauteur ou presque même hauteur. Maintenant, du point de vue de la structure, c'est-à-dire comment c'est construit. On voit un édifice qui est couvert de voûtes d'arêtes, avec une petite nuance sur le vaisseau central, mais bon, on ne va pas insister longtemps, et qui est porté, donc des voûtes d'arêtes en plein cintre, et qui est porté par des couples de colonnes. C'est intéressant, il y a 2 couples de colonnes de chaque côté, plus évidemment la base du clocher sur la première travée. 2 couples de colonnes de chaque côté, qui entraînent donc le dédoublement des arcs doubleaux transversaux, et qui ont été soulignés, à mon avis, un petit peu malencontreusement par du rouge aujourd'hui. Hein, c'est pas du tout, je ne sais pas qu'est-ce qui a composé cette solution, mais vous voyez qu'elle a quelques inconvénients tout de même, puisque on a des arcs doubleaux longitudinaux qui sont aussi importants, voire plus, puisque c'est eux qui marquent l'axe de la nef, hein, donc l'axe de l'église vers le chœur. Ces axes longitudinaux, ces doubles longitudinaux, ne sont pas soulignés en rouge. Ils auraient dû être, dans bonne logique, aussi soulignés en rouge. Bon, ça c'est un petit problème de
restauration actuelle. On note aussi qu'au-delà de ces colonnes, double colonne, il y a un petit élément rouge, vous voyez ici, c'est un fragment d'entablement, on en reparlera. Si on regarde maintenant d'autres effets positifs, du point de vue, voilà, latéralement, très bien, passons à la suivante, vous voyez bien, du point de vue de l'extérieur. Du point de vue de l'extérieur, on remarque une rigueur certaine. La façade est, pour ainsi dire, plate, avec seulement le ressaut des contreforts qui définissent un rythme de façade à 3 travées, si vous voulez, qui correspondent aux 3 vaisseaux de l'édifice. On note, et c'est ça qui est intéressant aussi, qu'il y a un portail, et ça aussi c'est particulier, un portail pour le vaisseau central, mais aussi un portail pour chacun des collatéraux. La tour elle-même, elle est prise au-dessus de la travée centrale et encadrée par les 2 rampants du toit. Donc ça lui donne une allure assez trapue. Ce n'est pas un clocher très élancé, ce n'est pas une chandelle comme on pouvait le voir ce matin. Pour le point de vue des percements, on voit qu'il y a donc les 3 portes dont je vous parlais, et puis au-dessus, dans l'axe principal, il y a un oculus, et puis au-dessus des fenêtres, des portes latérales, il y a des fenêtres, tout simplement. Alors définis comme ça rapidement, vous voyez, c'est déjà pas mal, ça suffit. On peut dire c'est un édifice qu'on identifie assez facilement, justement de cette fin du XVIIIe siècle, le style qu'on dit néoclassique. Bien. Et qui est très courant dans la deuxième moitié donc, du XVIIIe siècle, et même qui va se développer au-delà pendant le XIXe siècle. Mais deuxième point, diapositive suivante, deuxième point, voilà. On rentre avec les archives, on rentre dans l'histoire mouvementée de la reconstruction de cette église. La documentation que nous avons à propos de cette reconstruction, elle vient uniquement des archives de l'abbaye. On n'a rien dans les archives particulières du village, à ma connaissance, en tout cas. Donc il faut aller dans les archives 20H, comme vous l'avez vu ce matin, donc concernant Murau, et là, on a tout d'un coup des éléments qui parlent de l'histoire de la construction de cette église, donc, mais vu du point de vue, bien sûr, des prémontrés. Mais des prémontrés qui peuvent parler aussi de ce que pensent les paroissiens. Donc on voit bien que tout de suite, ici, s'établit une chose qui est fondamentale quand on est à Pargny, et même quand on parle de l'église, c'est que Pargny dépendait de l'abbaye de Murau, abbaye très proche. Donc vous le savez, dépendait aussi bien de l'abbé et de la communauté des religieux, présidée par le prieur. Donc les fameuses 2 menses. Mens, ça vient de mensa, la table. Donc chacun ses revenus pour vivre. Donc ils dépendent donc complètement de ça. Ils dépendent, vous l'avez vu, au spirituel, on vous a dit aussi qu'ils étaient des seigneurs. Donc ça veut dire que l'abbaye de Murau, pour les habitants, les Pargnysiens, comme on dit, sont des voisins omniprésents. Ils sont là dans la vie quotidienne de tous les jours. On a même parlé, quand on était en voiture, en revenant, on disait « Ah mais Pargny sous Murau, c'est pas une question seulement de topographie. Pargny est sous Murau, qui est un peu plus haut, mais c'est aussi presque une question statutaire. Pargny est sous l'autorité de l'abbaye de Murau. Donc c'est un titre qui, pour ainsi dire, parle très clairement de l'histoire du lieu. Alors, l'église, quand on s'en entretient ou à sa construction, elle est l'objet de discussions, vous allez voir, permanentes entre les paroissiens et les prémontrés. Alors, normalement, on est dans le diocèse de Toul. Alors, quand un historien dit bon, diocèse de Toul, automatiquement, on renvoie, pour la construction et l'entretien des églises, on renvoie donc à un document qui reprend en fait une habitude déjà ancienne. C'est un document qui est paru en 1629, publié par l'évêque de Toul, Charles Chrétien de Gournay, qui dit explicitement que la construction et l'entretien de l'église se répartit de cette façon-là. Au décimateur, le chœur, et les murs et le toit de la nef. Dit autrement, au décimateur reviennent le clos et le couvert de l'édifice. Par contre, reviennent, avec parfois aussi des allusions au collateur, le collateur qui s'occuperait particulièrement donc celui qui nomme à la cuve, qui s'occuperait particulièrement donc du chœur, reviennent aux habitants, aux paroissiens, ceux qui occupent bien sûr la nef. Alors moi je ne dirais pas que c'est un lieu profane, la nef, c'est simplement la partie réservée aux habitants. C'est pas profane puisqu'on est dans un édifice religieux. Je serais plus clair là-dessus, il faudrait trouver un terme plus juste. Et donc
donc cette partie-là, donc l'aménagement intérieur de l'église, donc ça veut dire si on veut mettre des piliers, si on veut mettre une voûte, si on veut mettre un plafond, etc., ça revient à la charge des habitants. Et bien sûr, revient des habitants toujours la tour. La tour, n'oubliez pas, le clocher, c'est pas seulement pour sonner les messes, c'est pour sonner tout événement possible et imaginable. Hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de pendule forcément au clocher, mais bien entendu, la vie était rythmée par toutes les sonneries de cloche qui ne concernaient pas seulement la vie religieuse, mais toute la vie quotidienne, hein, depuis les enterrements, les rythmes des travaux des champs, etc. Voilà. Donc, vous voyez la disposition donc, de la proposition, enfin la règle rappelée par l'évêque de Tours. C'est une répartition des tâches, vous devinez bien, qui est difficile à respecter et qui finalement n'est pas toujours respectée. Et on va voir exactement qu'est-ce qui se passe à Pargny dans le diocèse de Toul. Alors on voit donc, si on reprend la chronologie, si on entre dans la chronologie, on voit les Pargnysiens envoyer le 6 novembre 1760 une sommation aux abbés, prieurs et religieux. C'est pour ainsi dire toujours la même formule, abbés, prieurs et religieux. Pour qu'en tant que décimateur, ils réparent le toit et les vitres du chœur. Je cite, sous menace d'en retenir la somme sous les deniers qu'ils leur délivrent au produit de leur manse. Ok, une menace, en disant. Vous voyez que le rapport n'est pas facile. On voit donc que les relations sont déjà tendues. 10 ans plus tard, en 1770, François-Nicolas Lancret, je ne vais pas revenir sur son titre extrêmement long, puisqu'il est inspecteur et architecte, donc expert des bâtiments des gens de Main-Morte, du département des eaux et forêts, donc pour la région de Champagne, et notamment donc, pour Murau. Donc il dresse un devis des travaux à faire dans l'église, donc en 1770, dans l'église de Pargny, refaire la charpente, qui porte la toiture en lave, refaire le comble de la tour, percer les fenêtres du côté nord et du chœur pour avoir plus de lumière, blanchir les murs et les voûtes, etc., etc. Les frais de répartition sont bien sûr partagés entre d'un côté les habitants et de l'autre les décimateurs. 5 ans plus tard, la situation a complètement changé. Les habitants se sont lancés de leur propre chef dans la reconstruction entière de l'église. Le 20 février 1775, dans un acte capitulaire concernant le projet de reconstruction que les habitants leur exposent, l'abbé et les chanoines de Murau déclarent, je cite, « y consentir à condition que le chœur à leur charge soit en conformité avec leurs désirs. » Ferme la parenthèse, c'est-à-dire solide et convenable en surface et en volume. Je résume. On comprend du coup que, dans ce dernier document, la charge des décimateurs, c'est seulement centré sur le chœur. Donc le reste de l'église revient aux habitants. Donc ça veut dire qu'on n'est là pas dans le régime du diocèse de Toul, mais plutôt, comme on va l'expliquer, dans le régime champenois. Hein, c'est-à-dire avec une partition beaucoup plus simple, au décimateur le chœur, à la nef et la tour, donc aux habitants. Donc, on est peut-être à Toul, mais en même temps, on est en France. Le chantier, comme souvent, prend l'aspect, vous allez voir, d'une longue et périlleuse aventure. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un long document passionnant qui émane des Prémontrés en date du 7 juin 1778. Il raconte comment le syndic et plusieurs habitants de Pargny sont venus ce jour-là, après l'évêque, à l'abbaye, et ont demandé à rencontrer le prieur et le procureur. On remarque qu'il n'y a pas l'abbé, parce que l'abbé, souvent, il était absent en commande. Donc le procureur et le prieur de l'abbaye, ils leur dirent qu'ils étaient les députés de la communauté des habitants et ils leur demandèrent, je cite, « ce que ces messieurs voudraient bien donner pour contribuer à l'embellissement du cœur de leur église, dont le chantier s'achevait. » Fermez la parenthèse. On leur répondit qu'il n'y avait obligation aux décimateurs à réparer et reconstruire le chœur que quand il y a nécessité. Or, il n'y avait aucune nécessité. Le chœur de l'église de Pargny, construit au siècle dernier, serait de solidité durant encore plusieurs siècles. La nef même, quoique d'une construction plus légère, n'avait pas besoin d'être rebâtie. Il était à propos, il est vrai, de l'agrandir à cause du nombre d'habitants, mais on l'avait déjà allongé en 1749. Depuis 10 ans que les habitants avaient conçu le dessein de construire une église neuve, les religieux de Murau s'y étaient toujours opposés. On veut construire une église à Pargny pour 25 000 livres, alors que celle de Mont, village voisin, ne coûte que 18 000 livres, et celle de Colombey, beaucoup plus vaste, 21 000 livres. Je ferme la parenthèse. Le document note encore que les habitants se sont scandalisés d'un tel propos,
je cite, trouvant indécent que les religieux s'opposassent à la construction d'une église et d'un chœur d'un goût moderne. Auparavant, rien ne s'est arrangé non plus avec d'un côté l'architecte et l'entrepreneur. Le 6 octobre 1775, François Mauperrin, on a déjà parlé de lui ce matin, architecte à Chaumont, c'est lui l'auteur des plans de l'abbaye de l'église de Midrevaux en 70, dresse un premier devis, important à souligner, pour l'église, le presbytère et la maison d'école. Ce qui montre vraiment l'ambition des habitants de Paris. Mais en décembre 1775, lors de l'adjudication des travaux remportés par l'entrepreneur Jacques Gauthier, chose étonnante, les plans de l'église ne sont pas là. Les plans en arrivèrent, en fait, l'entrée qui est l'architecte, en fait, est parti, on le dit, vaquer ailleurs. Les premiers plans n'arrivèrent qu'en avril 1976 et les dessins définitifs qu'en juillet 1976. Mais le 6 avril 1776, à nouveau, un acte capitulaire des Prémontrés avait signifié aux villageois qu'il s'opposait à la construction d'un chœur de 42 pieds de long pour une église de campagne. Finalement, le 8 février 1779, 3 ans après le début du chantier, les représentants des habitants de Paris sont convoqués à la requête des religieux et de l'abbé de Mureaux pour la réception des travaux du chœur. Ça confirme bien, donc c'est bien le chœur qui intéresse les Prémontrés. En présence de François-Nicolas Lantret, c'est donc l'architecte, etc., et qui est donc sans doute l'architecte de l'église, bien qu'on n'ait pas retrouvé les plans. On ne connaît pas la date exacte de la bénédiction de l'église ou sa consécration, mais il semblerait bien que finalement l'église soit achevée en 79 et que les chanoines de Mureaux aient consenti à apporter leur part à ce chantier. Voilà, à peu près voilà donc le déroulé, si vous voulez, des péripéties pour dire de la construction de cette église. Alors ce qui est intéressant de noter là-dedans, c'est qu'il y a des reproches qui sont adressés de la part des chanoines vers les habitants et de la part des habitants vers les chanoines. Alors commençons, la suivante, voilà. Selon les Prémontrés de Mureaux, l'église est beaucoup sur un projet trop grand, trop cher. Le premier reproche, vous l'avez vu, concerne le chœur trop grand pour une église de campagne. Donc ça veut dire que les Prémontrés ont dans la tête une église de campagne, c'est d'avoir un certain type. Ça doit rester un édifice modeste qui n'a pas les prétentions d'une église de ville et encore moins les prétentions d'une cathédrale. Il note effectivement que le chœur avec 42 pieds de long, ce qui correspond à peu près à 13,50 m, est particulièrement long. Et quand on sait que finalement le chœur aujourd'hui il ne mesure que 9 mètres, on peut deviner qu'entre le moment où on leur fait ce reproche et finalement la réalisation du chantier, eh bien on a certainement modifié en fait l'extrémité, ce qui expliquerait le côté un peu, comment je pourrais dire, ajusté si vous voulez, de l'extrémité qui est rectangulaire avec les angles arrondis. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation. Parce que c'est une particularité et on ne la voit pas ailleurs. Donc, c'est peut-être en cours de route, donc, quand on a construit le chœur, que les chanoines ont répété qu'ils s'opposaient à la construction d'un chœur trop long pour l'église de campagne, que du coup, les habitants ont décidé de réduire la taille du chœur. Alors, on voit bien que dans cette affaire, il y a une question. Pourquoi ils veulent réduire la taille du chœur? Ce n'est pas seulement pour des questions de principe, parce que c'est une église de campagne, comme ils disent, mais c'est simplement aussi des questions de gros sous. La préoccupation financière est fondamentale à Mureaux. C'est confirmé par l'approche, que vous avez vue tout à l'heure, qui touche explicitement au titre de la construction. Donc, diapositive suivante, 25 000 livres au total, compte évidemment celle de Neufchâteau, et coûte 7 000 livres de moins, de Mont-les-Neufchâteau. Donc vous avez à gauche Mont-les-Neufchâteau, à droite, donc Parny. 1764, 1776, 1779 à droite. Et vous voyez que de fait, on a des édifices qui sont, pour ainsi dire, au premier coup d'œil comme ça, et c'est le problème des diapositives, bien sûr, parce qu'elles ramènent tout à la même échelle. Là, on voit donc des édifices qui sont pour ainsi dire similaires, avec une différence tout de même, pas de double colonne, bien sûr, à Mont-les-Neufchâteau. Mais surtout aussi, l'église est plus petite. Elle fait seulement 18,40 m de long, au lieu de 26 mètres, pour donc l'église, la nef, pardon. La nef fait donc seulement 18,40 m au lieu de 26 mètres comme à Paris, et aussi elle est moins haute. Paris, on était à 10,50 m, ici on est seulement à 7,80 m.
Alors, on pourrait comparer aussi avec Colombey-les-Belles, mais j'ai un tout petit problème, c'est que j'ai longtemps pensé que Colombey-les-Belles, c'était une église branche, c'est-à-dire purement plafonnée, et finalement, montrer la diapositive, voilà, non pas celle-là, celle-là. Alors, à droite, vous avez l'extérieur de Pargny, et à gauche, vous avez Colombey-les-Belles. Et Colombey-les-Belles, on voit des contreforts, donc forcément, c'est un édifice voûté. Et j'avoue que je ne suis jamais rentré dans cette église. Maintenant, on peut trouver des choses sur Internet. J'ai cherché sur Internet et j'avoue que je n'ai pas vu. Donc, je ne peux pas vraiment étayer, si vous voulez, l'argument à propos de Colombey-les-Belles. On voit que l'édifice paraît plus haut, au moins la tour, mais il faudrait aller vraiment sur place et vraiment mesurer pour que la comparaison soit efficace. Et donc là, c'est un point faible de ma démonstration. C'est comme ça. Bien. Alors, à ces arguments d'ordre financier, il faut ajouter que les prêts montrés, c'est vraiment pour eux la préoccupation du moment. Ils doivent faire face à de très nombreuses dépenses liées, vous l'avez vu, on en a déjà parlé ce matin, à la grande campagne de restauration des bâtiments de l'abbaye qui a été menée très peu de temps auparavant, entre 1769 et 1770, je dis bien restauration, je ne dis pas reconstruction, hein, restauration, suivant les plans de François-Nicolas Lancret. Et pour un devis qui monte à 56 675 livres. C'est énorme. C'est fait 2 fois le prix de l'église de Bureau, pour ainsi dire. De Pargny, pardon. L'accent a été mis particulièrement dans l'église, vous l'avez entendu, c'est intéressant là-dessus, sur la décoration du chœur avec justement des grandes boiseries peintes en gris, avec des pilastres, avec des moulures dorées. Et ça, on peut dire, c'est tout à fait dans le goût du jour. Aujourd'hui, on dirait, ça c'est le goût moderne de l'époque. Hein, pour répondre, quand les habitants se plaignaient en disant c'est d'un goût moderne, ils n'aiment pas, ben en fait, les religieux appliquaient bien ce goût moderne, hein, bien sûr. Alors, est-ce que les finances de l'abbaye étaient solides? Il faut reconnaître oui. Alors, on l'a répété plusieurs fois, depuis que les menses abbatiales et conventuelles sont divisées, les finances sont beaucoup plus solides, parce que l'abbé n'empiète plus sur les finances des religieux, et surtout, les charges sont bien réparties. Hein, on sait, par exemple à Pargny, pour l'église de Pargny, c'est à la fois les chanoines et à la fois l'abbé qui doivent contribuer à la construction du chœur. Et dans une répartition qui leur est propre, puisqu'ils sont tous les deux décimateurs. Donc, de ce côté-là, ça va, et c'est donc depuis, vous savez, 1605 sous l'abbatiat réformateur d'Éric de Lorraine. En outre, vous savez aussi, les prémontrés de bureaux pour l'aménagement, la construction et aussi la restauration de leur église, de leur bâtiment monastique, pardon, ont pu bénéficier de la vente du quart de leur très importante réserve de forestiers avec l'accord de l'administration des eaux et forêts. Hein, comme on l'a vu avec Lancret, puisqu'il est responsable des gens de la mort, mais dans le cadre, bien entendu, des eaux et forêts. Mais il faut bien reconnaître aussi, c'est qu'il y a un autre point de dépense, un autre champ pour les dépenses, c'est les demandes des habitants qui, comme ceux de Pargny, vont voir les religieux de Buron en leur disant « Qu'est-ce que vous nous donnez pour la construction de notre église ?» Alors je n'ai pas fait le tour de l'ensemble des églises qui dépendaient de Pargny, dont Bureau était décimateur, que ce soit l'abbé ou que ce soit les religieux, mais on peut citer au moins 2 cas. Je pense que c'est le cas pour Trampeau, en 1787, mais les archives de Trampeau étant en Haute-Marne et pas encore complètement vous avez peut-être vu, comment s'appelait notre étudiante ce matin, qui a travaillé sur l'entrée. Claudia, voilà Claudia. Vous avez vu ces archives de Trampeau? Non, alors. Voilà, ça c'est peut-être le point d'espérance aussi pour les gens de Pargny, de trouver peut-être des plans de leur église dans ce domaine, enfin ce groupe d'archives. Voilà. Par contre, donc on sait pour Pargny, vous avez vu les débats, mais par exemple pour Midrevaux, le 26 octobre 1767, une lettre adressée par l'abbé de Bureau, Bonnet de Condillac, aux religieux, c'est pas aux habitants, leur laisse toute l'attitude à propos de la construction de l'église de Midrevaux pour, je cite, consentir ou s'opposer à la réception de la nouvelle église que viennent de faire les habitants de la communauté de Midrevaux. C'est dire que donc les prémontrés
surveille avec une grande attention et pas mal de suspicion, en fait, tous les chantiers de construction d'églises qui se font à ce moment-là dans les environs, et dont ils sont plus ou moins responsables. Donc voilà les reproches que peuvent faire et les préoccupations que peuvent avoir les prémontrés de Murau. La diapositive suivante. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du côté des habitants? Eh bien, vous allez voir, les habitants manifestent une très grande ambition. Ça se manifeste déjà par le coût élevé de leur église. Ils sont parfaitement conscients, ils savent très bien qu'à côté c'est 21 000 livres et qu'eux ils construisent une église à 26 000 livres. Pourquoi? Parce que certainement ils en ont envie, donc ils veulent illustrer leur pays, montrer à quel point c'est un pays fort, une communauté puissante et riche, et surtout ils prouvent qu'ils ont les moyens, ils bénéficient eux aussi, n'oubliez pas, de l'usage du quart de leurs réserves de forêt qu'ils peuvent vendre pour la construction de leur église, et ce ne sont pas gênés de le faire. Donc ils veulent une église grande, plus vaste, plus imposante. Et si on fait des comparaisons avec d'autres églises dans les environs, mais aussi dans toute la Lorraine, avec son vaisseau central qui atteint 10,50 m de hauteur, et 9,30 m pour les collatéraux, l'église de Pargny est une des plus hautes églises paroissiales construites au XVIIIe siècle, pas seulement dans le coin, mais dans toute la Lorraine. Généralement, les dimensions sont plutôt celles de Montligny-le-Château, c'est-à-dire vers 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, mais on ne va pas au-delà. Une seule église dépassera Paris, c'est Trempeau. Trempeau qui va arriver, donc vous la voyez ici à droite, à 11,40 m. 11,40 m, la seule. Donc cette simple idée de la hauteur montre déjà le niveau d'ambition des habitants de Paris. Il n'y a qu'une seule église qui est plus longue que celle de Paris. Paris 26 mètres, mais à Trempeau 17 mètres 70, donc plus petite l'église de Trempeau, plus haute mais plus petite. Il y a une seule église qui est plus grande en Lorraine que celle de Paris, c'est celle de Favières, qui arrive à 6 travées à 30 mètres. Donc vous voyez, c'est pour inciter la longueur de la abbatiale de Murau. Donc c'est important. Alors, les habitants veulent aussi une église d'un goût moderne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire moderne, cette chose-là? D'un goût moderne. Alors, si on fait une comparaison, regardez, l'église d'Attigny-et-Ville, pas très loin d'ici, avec l'église de Pargny-sur-Murau, son point de vue est similaire. Le clocher sur la première tour, et on voit une façade, sur la première travée, et on voit une façade complètement plate, avec une tour qui est prise exactement dans les deux cas, entre les deux rampants du toit. La seule chose qu'on remarque, et c'est ça peut-être justement le petit niveau de prétention supérieure des habitants de Murau et de Paris, et donc aussi leur souci du goût moderne, c'est le percement des 3 portes, et puis au-dessus les baies. Vous remarquez, et notamment le grand écumus qui est au-dessus de la porte centrale. Mais à mon avis, c'est certainement dans l'idée de l'emploi des colonnes jumelées, des colonnes doubles, que là se révèle le goût moderne des habitants de Murau. On va voir si c'est eux qui leur ont... C'est à eux qui est venue cette idée, à eux tout seuls. Donc, ces colonnes jumelées sont vraiment la plus claire expression, finalement, de leur ambition. Là encore, c'est un cas absolument unique en Lorraine pour les églises rurales. Vous allez voir qu'il y a une église urbaine qui a aussi des colonnes jumelées en Lorraine, mais on verra qu'elle est tout à fait unique à celle d'ici, à celle de Paris. Ces colonnes sont de style toscan. Alors vous voyez, le style toscan, c'est un fût nu, un chapiteau réduit à presque rien, c'est-à-dire une doucine, et puis au-dessus, un tailloir carré. Et si vous regardez, c'est intéressant, c'est que ce style toscan, il est considéré à l'époque comme le style le plus simple. Alors regardez, à votre droite, vous avez dans le livre de Sériot, et rappelez-vous, Claudia nous en a montré tout à l'heure ce matin, que l'André recopiait les 5 ordres, et là, il y a des proportions aussi qui sont données. Et vous voyez qu'à gauche, le style toscan, c'est le plus petit, et aussi le plus simple. Tous les autres, que ce soit le dorique, le ionique, le corinthien ou le composite, ont évidemment des développements, tant du point de vue du chapiteau que du point de vue d'entablement, des développements beaucoup plus sophistiqués. Donc, c'est intéressant dans l'affaire, c'est-à-dire que la modestie de ce style toscan est parfaitement adaptée à la modestie requise pour les églises rurales. Vous voyez, il y a une espèce d'accord qui se fait
entre le niveau le plus bas de la hiérarchie des 5 ordres, qui est établi donc, depuis au moins le XVIe siècle, en reprenant évidemment les règles de l'Antiquité, et puis en même temps le statut de cette église simplement rurale. Alors cette idée des colonnes jumelées, elle vient certainement, non pas du sermonier des villageois, qui ne connaissait pas ça, mais certainement en fait, inspirée par leur architecte François-Nicolas Lancret, un architecte parisien. On a vu qu'il était formé à l'Académie royale d'architecture, il en devient membre en 1749, donc il connaît absolument toutes les règles, donc ces 5 ordres, il les connaît d'ailleurs, il les a dessinés, comme nous l'a montré Claudia ce matin, il les connaît par cœur, et il connaît aussi les modèles d'édifices qui font référence dans l'affaire. Alors, il y a une possibilité de modèle, la diapositive suivante, c'est l'église de la Madeleine de Besançon. C'est une collégiale, donc ça veut dire qu'il y a un groupe de chanoines, et en même temps une paroissiale, et dans une ville. Donc vous voyez bien, elle est d'un statut supérieur à celle de Murau, bien entendu, de Pargny, décidément, de Pargny. Donc cette église a été construite par un collègue donc, de François-Nicolas Lancret, par Nicolas Nicole, entre 1746 et 1766, comme vous le voyez. Et elle a des colonnes jumelées, de style ionique, avec une grosse part d'entablement, vous voyez un morceau d'entablement au-dessus avec une corniche. Voilà. Alors, ça c'est donc la référence principale, certainement dans les églises, on n'est pas très loin de la Franche-Comté, mais la grande référence pour les doubles colonnes, tout de même, c'est pas loin, c'est entre les deux montants, c'est flatteur pour les habitants de Paris, c'est carrément la colonne implicée, ça peut être donc le petit marbre de Claude Perrault, enfin, d'après les dessins de Claude Perrault, parce que Claude Perrault n'était pas un architecte, vraiment, entre 1667 et 1670. Et c'est devenu une espèce d'image archétypale de ces doubles colonnes, de ces colonnes jumelées. Alors on le devine bien, donc avec après ce petit raisonnement, que la proposition que fait Lancret d'adopter des colonnes jumelées pour une église rurale, dans une province reculée, c'est vraiment une proposition assez audacieuse, mais qui en fait adapte un modèle urbain, celui de la Madeleine de Besançon, à des dimensions plus petites, dans un style plus modeste, à une église rurale. Une manière aussi, bien entendu, de saluer l'ambition des habitants, qui sont très satisfaits par cette image qu'ils vont avoir de leur église, et qui va montrer ces deux colonnes jumelées, ces colonnes jumelées vont montrer comment les habitants de Paris se sentent parmi les communautés les plus riches, les plus prospères, ou les meilleures, si vous voulez, parmi les communautés villageoises des environs. Dit autrement, ces colonnes jumelées, à mon avis, elles affichent le souci de se distinguer pour les habitants de Paris parmi toutes les communautés villageoises des environs. Alors, il faut noter, dernière diapositive, justement, que l'entrée, voilà, les colonnes jumelées, deuxième emploi des colonnes jumelées, toujours par l'entrée, mais cette fois-ci pour une église de ville, donc comme à Besançon, même si c'est d'un statut moins important parce que ce n'est pas une collégiale. Donc c'est l'église de Vaucouleurs, construite entre 1778, vous voyez, donc c'est quand Pargny s'achève, on commence Vaucouleurs, et qui s'achève en 1786. Et tout à l'heure ce matin, donc monsieur et madame Aubertin m'ont montré des plans, la photocopie des fameux plans faits par Lancret de cette église, qui sont tout à fait spectaculaires. C'est vraiment un sacré bonheur de voir ces plans, même si c'est simplement une copie. Voilà. Alors vous voyez un peu la situation. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas prêts complètement de s'entendre. Ils finissent par s'entendre, on le voit bien, donc en négociant certainement entre les prémontrés et puis les habitants. Mais on comprendra encore mieux la situation si on replace l'ensemble, enfin, si on replace ce petit débat local autour de l'île de Pargny entre les décimateurs, les chanoines de Murau et leur abbé, et puis de l'autre côté les habitants, si on le replace dans un contexte plus général. Alors la diapositive suivante, le dernier point, j'ai oublié le titre, c'est embêtant, le dernier point, c'est l'effervescence architecturale autour des églises durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Voilà. Alors, ce qu'on faut savoir, c'est pas forcément évident, c'est que les églises de campagne, la construction des églises, se sont multipliées pendant tout le XVIIIe siècle, et notamment pendant les 20 dernières années qui ont précédé la Révolution française. Alors, c'est un fait à souligner. Pourquoi? Parce qu'il va à l'encontre de l'opinion générale qui considère que le succès de la philosophie des Lumières est un puissant obstacle à l'affirmation
de la religion et donc de la construction des églises. Hein. Les philosophes grandiraient et les églises diminueraient et donc on ne construirait pas d'église. Au contraire, j'ai fait un petit tour dans l'inventaire de Lorraine qui se trouve à Nancy. J'ai fait aussi pas mal de tours à travers la Lorraine et je peux dire qu'au moins la moitié donc, des 2200, quelques 2200 églises construites qui existent en Lorraine datent d'un grand siècle qui va, si vous voulez, depuis la fin du XVIIe siècle, quand la paix est rétablie vers 1680, jusqu'à l'apparition du néo-gothique vers 1840. Alors ça, vous allez dire, ça fait assez de nuit. Enfin voilà. 2014, je crois que maintenant, on constate que sur 26 églises, 14 ont été construites pendant cette période. Et vous avez quelques exemples ici. Donc Mitrevaud 67, Creux 33-34, vous voyez, c'est la plus ancienne. Après on passe à Landaville, 1762, etc. Vous en voyez. Pour remarquer tout de même qu'il y a des édifices comme à Landaville où il y a un clocher beaucoup plus ancien. Vous voyez le clocher roman. Donc beaucoup d'églises. Et il y a en fait, j'ai une deuxième diapositive, la diapositive suivante, il y a deux types d'églises, c'est intéressant là-dessus, il y a deux types d'églises. Il y a des églises halles, vous voyez les églises halles, il y en a 4, donc Attignéville, Pont-les-Châteaux, Paris-sous-Mur, Trampeau, et puis il faudra ajouter Midrevaux, hein, ça fait donc 4 églises qui sont construites pour ainsi dire dans la même région, c'est intéressant, il y a comme une espèce de petit nid, pourrait-on dire, si vous voulez, d'églises halles autour de Mureaux. Donc un espèce de modèle qui passerait de là à nous, vous voyez, donc les gens de Pargny voient ce qui se passe à Midrevaux, Trampeau voit ce qui se passe, etc. Et on se copie. Hein, donc cette espèce d'émulation qui existe dans les villages et qui est incarnée par les églises. Et puis le deuxième type d'édifice, voilà, c'est l'église grange. Alors l'église grange, c'est un terme tout aussi péjoratif que l'église halle. Grange, c'est l'idée d'une grande boîte, toute simple. C'est un terme qui est, pour ainsi dire, inventé par l'inventaire de Lorraine. Je ne sais même pas s'il est valable en dehors de la France, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le dictionnaire d'architecture. Et ça caractérise des édifices très sommaires, c'est-à-dire bien l'idée de la grange. Vous voulez donc un édifice plafonné. Et je n'ai pas été foutu de trouver une diapositive montrant l'intérieur d'une des 11 églises granges construites dans l'arrondissement de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel. Donc ça montre bien que c'est des édifices qui n'intéressent personne. Ah. Alors, donc j'étais obligé, même dans mon canton, moi je suis du canton de Baccarat, pour ainsi dire, toutes les églises sont des églises granges, exception faite de celles qui ont été détruites pendant la Première Guerre mondiale et celles qui ont été détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc autrement, c'est que des églises granges. Dans ce canton-là, je n'ai pas été fichu non plus de trouver une église à l'intérieur. Alors, il y en a par exemple qui viennent des classes monuments historiques comme celle de Flins. Alors je suis obligé de recourir à celle-ci de Neussancourt, vous voyez, en Moselle, ça vous donne l'idée d'une église grange. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, simplement, c'est la question de couvrement. Je résume simplement. Le couvrement, évidemment, en église grange, c'est un plafond. Et même au point de départ, c'est un latis, tout simplement. Vous voyez, c'est des planches. Évidemment, ça coûte beaucoup moins cher que les voûtes. Et donc, évidemment, par exemple, quand il y a des débats, quand les habitants vous demandent des aides aux décimateurs, que les décimateurs disent bah, d'accord, on va construire le cœur, mais on va vous aider peut-être aussi pour construire le couvrement, eh bien, généralement, bien sûr, les décimateurs disent nous, on veut des planches, du latis. Et les habitants disent non, nous, on veut des voûtes. Pourquoi? Parce que les voûtes, évidemment, pas d'entretien, ça résiste au feu, et on n'a pas besoin de passer son temps à les surveiller. Donc il y a vraiment là encore un débat entre les décimateurs et les habitants. Et là encore, les archives de la construction des églises au XVIIe siècle sont remplies de ce genre de bataille. Je résume cette position-là en ayant trouvé donc, pour l'église de Favières en 1782, l'intendant de Lorraine qui est mis au courant de la construction de l'église, il écrit, et je vais terminer on va se dire avec ça, quant à la voûte que les paroissiens exigent au lieu du lambris offert par les décimateurs, je conçois qu'une voûte est bien plus solide et demande moins d'entretien qu'un lambris. Alors on voit bien que sur cette question-là, à Paris, on n'en parle pas, puisque c'est les habitants qui ont décidé de reconstruire leur église avec leurs revenus, et donc ils ont décidé, sans avoir à discuter avec le décimateur, c'est-à-dire avec Mureaux, de construire des voûtes. Et donc, ils ont fait référence tout de suite à l'architecte. Alors, dans ces longues négociations, dernier point, je vais évoquer tout de même les curés. Les curés, c'est très intéressant. Ici, quand on est à Paris, c'est une cure régulière. Donc, comme on vous l'a dit, les chanoines de
Prémontré ont des charges de paroisse, si vous voulez. Donc c'est un Prémontré qui s'occupe de l'église de Pargny. Donc bien entendu, il est du côté plutôt, non pas des habitants, mais plutôt du côté, évidemment, de ses confrères, les chanoines. Ailleurs, on a quantité d'exemples de curés qui sont pris entre deux feux. Ils sont d'un côté, du côté du clergé, et en même temps, ils sont près de leurs ouailles. Donc on voit des curés qui ne font rien, mais d'autres, au contraire, qui mènent la guérilla de la communauté des habitants contre les décimateurs. Je vois par exemple le cas du curé Jacquin à Velay, près de Bar-le-Duc, en 1741. Et puis vous avez au contraire des curés très généreux qui construisent leur église de leurs propres frais. C'est-à-dire par exemple à Greux, c'est pas très loin, l'église que je vous ai montrée tout à l'heure, voilà, vous la voyez ici, en 1733, c'est le curé qui a offert l'église. Alors vous devinez bien que ce curé, il est mort en odeur de sainteté, vénéré par tout le monde. Donc vous voyez, les situations sont extrêmement variables. J'en arrive à la conclusion, dernière image. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, on en a parlé un petit peu avec certains ou certains d'entre vous devant le bâtiment. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est de montrer à quel point ce travail, enfin cette étude, si vous voulez, va à l'encontre un peu des idées qu'on a à propos des églises paroissiales. On parle souvent des églises paroissiales du Moyen-Âge, en pensant que c'est l'idée idéale de l'église paroissiale. Et comme on n'a pas beaucoup d'archives, on voit l'église, on analyse le bâtiment, bien ce que je disais au point de départ, et puis on imagine, parce qu'on voit des armoiries de tel ou tel seigneur, de tel ou tel comte, de tel ou tel abbé, etc., on imagine que bien sûr l'église est due à la générosité des aristocrates du coin, du seigneur, de l'évêque, etc., des habitants. Que nenni, que nenni. Depuis la fin, les 2 derniers siècles du Moyen-Âge, au moins, on est à peu près sûr, y compris par des archives un peu parcimonieuses à la fin du Moyen-Âge, que les habitants sont complètement investis dans la construction de leur église. L'église, ça n'est pas, comme on le voit souvent écrit sur le fronton, Domus Dei, la maison de Dieu, pas du tout, c'est la maison commune. C'est la maison dans laquelle les gens se réunissent pour aller à la messe, mais c'est la maison aussi dans laquelle les gens vont se retrouver, pour recevoir des informations, pour discuter de telle ou telle chose, etc. Donc on comprend à quel point les habitants de Pargny se sont investis dans cette église parce que, en fait, elle incarne leur communauté. Et plus elle est belle, plus eux, ça les flatte. Voilà, merci pour votre attention.